Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce Festival des Nouveaux Chemins Éducatifs, deuxième édition du Sommet de l'Éducation. Je vous présente aujourd'hui le collectif de Pourgue, représenté par Xenia et Marjorie, qui nous font le plaisir de partager leur expérience de ce collectif de vie où elles habitent avec leur famille depuis sa création il y a 5 ans en Ariège. Les 25 habitants de 1 an à 55 ans sont réunis par une certaine philosophie éducative inspirée de l'éducation démocratique et par un mode d'organisation libéré. Je vous laisse découvrir plus en détail cette expérience pionnière et innovante. Belle découverte. Bonjour Xenia, bonjour Marjorie. Donc ce soir vous représentez le village de Pourgue. Est-ce que pour commencer, vous pourriez donc nous présenter globalement ce que c'est que ce projet, ce collectif, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas du tout? Ce projet, finalement, il s'est créé il y a 4 ans et demi, presque 5 ans maintenant, autour de cette idée de l'éducation démocratique. Donc, c'était les valeurs centrales qui nous ont réunis pour vivre ensemble et créer un collectif de vie avec une éducation à la liberté, au respect. On peut l'appeler l'éducation autodirigée, l'éducation démocratique. Il y a plein de manières de l'appeler. Et les valeurs principales, c'est la liberté, la responsabilité. Voilà, et c'était une philosophie éducative et on a eu envie de l'incarner à 25 dans un lieu de vie à Pourgue, en Ariège. Super. Donc les valeurs centrales, tu disais, c'est la liberté, la responsabilité. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs vraiment importantes pour vous qu'on peut citer dès maintenant? Je dirais qu'après, de ces 2 valeurs découlent d'autres valeurs qui sont des conséquences. Donc, on accorde beaucoup d'importance à la motivation intrinsèque, par exemple. Tous les apprentissages pour nous sont issus de cette motivation-là. Donc, on n'a pas de programme préétabli et d'obligation d'emploi du temps, par exemple. Ça émerge et nous, on va designer au fur et à mesure avec eux, avec les enfants. Je dirais que ça, c'est une valeur importante. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais en tout cas, c'est un concept. On part du principe que la motivation intrinsèque existe et qu'on va en prendre soin et être attentif à ça, à ce qui émerge. On n'a pas fait d'école démocratique puisqu'on est des familles en instruction en famille et on vit ensemble dans un collectif de vie. Et du coup, on a eu envie de mettre au centre la démocratie aussi et sortir aussi des discriminations liées à l'âge. Donc, dans notre système démocratique entre adultes, les enfants, ils sont considérés comme des personnes à part entière. Donc, il n'y a plus trop d'adultes, enfants, en tout cas dans notre système démocratique. Donc, ils ont accès à tous nos organes de décision, de gouvernance, d'outils de restauration du conflit. C'est là et eux, juste ils sont dans l'écosystème avec nous et ils participent au quotidien, à vivre au quotidien tout ce qu'on vit. Donc on ne parle pas d'école, on est juste un lieu de vie qui est un lieu d'apprentissage de par son concept, son design et les personnes qui y vivent et qui font vivre ces valeurs avec ces organes. Je ne sais pas si Xenia, tu veux rajouter quelque chose en termes de valeurs? Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien souvent partager le fait que voilà, c'est vraiment une considération de l'enfant qui est et c'est un membre à part entière de notre collectif et du coup, il va vivre la vie du village comme nous. Il va participer, débattre, résoudre les problématiques et en tout cas, il va s'inspirer beaucoup de ce que nous, on utilise en tant qu'adulte. Il va aussi utiliser à son niveau certains outils, en tout cas beaucoup pour le système restauratif en effet, mais aussi dans les prises de décision, dans l'animation de réunions, de prise de décision entre eux quand des fois les enfants ont besoin de faire des projets. En fait, il faut qu'ils se mettent d'accord, il faut qu'ils votent. Alors, ils vont en fait, appliquer les mêmes outils que nous, on utilise démocratiquement. Le vote à la majorité, avec argumentation, objection, tout ça. Enfin, ils s'imprègnent de nos outils à nous. D'accord. Et en fait, là-dessus, ils sont autogérés ou ce sont des adultes qui les accompagnent là-dedans? Il y a les deux. En fait, on est là pour faciliter. Quand en fait ils le demandent, souvent ils nous demandent d'intervenir. Alors notamment sur les conflits en général, ils ont besoin d'un facilitateur, tout comme les adultes d'ailleurs. On a besoin d'un facilitateur qui soit neutre.
Donc, ils vont venir nous solliciter. Et il y a quelques personnes qui sont identifiées dans le collectif. Marjorie et moi, par exemple, on est pas mal là-dedans. Et du coup, on est identifiés. Ils vont venir nous voir. On dit, voilà, il y a un problème, tout ça. Et donc, on va faciliter. Et après, dans l'informel, clairement, il y a des fois où ils gèrent entre eux, quand c'est pas trop gros encore. Et pour ce qui est des réunions plus sur les projets, oui, on est quand même en facilitation pour l'instant, ouais, clairement. Et il peut arriver qu'ils prennent la facilitation. Et même la semaine dernière, j'étais à Faune. J'ai demandé à l'un d'entre eux, est-ce que tu veux bien m'emplacer? Je ne peux plus parler. En fait, il a facilité la réunion et tout. Voilà, ils sont quand même en mesure de le faire. En fait, s'il y a vraiment besoin de le faire, ils vont le faire. Bon, les enfants ici, ils ont oui, il y a des tout petits, mais disons ceux qui font ces réunions un peu d'échange et de partage, ils sont entre 8 et 13 ans. Donc, ils sont en mesure de faire parfois Alors, les réunions sont très brèves, c'est des fois 15-20 minutes, une demi-heure grand maximum. Mais oui, ils arrivent à le faire. Alors, nous, en tout cas, on a instauré un truc hebdomadaire où on fait le point à minima. Et voilà. Ils s'en emparent aussi petit à petit, quoi. Pardon, je t'en prie. Juste rajouter quelque chose qui me paraît important dans notre fonctionnement à Pourgue, c'est les organes démocratiques sont ouverts en fait aux enfants. Quand ils ont une proposition, par exemple d'adoption de chat, c'était la dernière proposition en date pour eux, ils vont utiliser l'organe principal du collectif. Ils n'ont pas un organe à part avec une décision qu'ils vont prendre entre eux et ensuite nous on va valider de notre côté. Non, ils sont partie prenante et ils participent à l'organe ultime de notre village qui s'appelle le conseil de village, qui est une mini-assemblée avec un vote à la majorité. Et du coup, ils ont ce même pouvoir de délibérer, de voter que nous. Et ils ont également le même pouvoir s'ils venaient discuter du budget ou de qui on va intégrer. Leur place est là. Après, des fois, ils ne viennent pas, ils ne sont pas concernés, ils n'ont pas envie, parce qu'on fait quand même pas mal de réunions. En tout cas, la porte est ouverte et ils savent qu'ils ont ce même droit que nous. Et ça, c'est important. On l'incarne et on le répète. Pareil, lorsqu'ils ont des projets, ils peuvent utiliser les mêmes organes que nous, qu'on appelle une sollicitation d'avis. Et ils ont les mêmes droits. Ils n'ont pas un passe-droit supplémentaire et ils n'ont pas non plus moins de considération dans leur démarche de sollicitation d'avis pour un projet. Voilà, c'est à cet endroit-là que l'égalité, c'est dans une considération qui passe par les outils qu'on met en place et les portes ouvertes qu'on laisse utiliser la place. Ok. Et donc, les âges vont jusqu'à... donc vous avez parlé des enfants, donc il y a des tout petits, il y a des enfants d'entre 8 et 13 ans. Et ensuite, est-ce que vous avez toutes les générations qui sont représentées dans votre lieu de vie, ou c'est principalement des parents? Non, on a le plus âgé à 13 ans. Et après, on a un gap assez énorme jusqu'à 29 ans. Et ensuite, les adultes ont entre 29 et 55. Donc, on a un trou assez conséquent. On n'a pas de grands ados, et on aimerait. Et en même temps, on est patient. Nos enfants vont grandir. Il y en a d'autres qui sont nés à Pourgue. Donc, dans 5 ans, on aura toutes les tranches d'âge, dans 10 ans aussi. Et on n'a pas non plus ce qu'on appelle le troisième âge. Et on aimerait bien aussi. Pour l'instant, on n'a pas. Et peut-être que ce sera nous dans 20-30 ans. Après, on n'est pas enfermés entre nous. On reçoit des amis, des copains. Il y a pas mal, ici en Ariège, pas mal de familles en instruction en famille. Et du coup, ils ont des copains qui viennent régulièrement les voir et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt dans ces âges-là aussi. Et puis, vous organisez pas mal de formations et de stages. Donc, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de passages en fait dans le village. Donc, ça fait une grande richesse de rencontres pour les enfants. Il y a beaucoup de passages. On a au moins 200 personnes qui passent à l'année chez nous. Plus que ça. Donc finalement, oui, ou plus que ça. Donc finalement, on a comme si on avait 2 collectifs. Il y a le collectif noyau, avec, on peut dire, des enfants entre 1 an et 13 ans. Et puis ensuite, il y a en permanence un collectif itinérant, en fait. Ça rentre, ça sort. Donc oui, ils ont beaucoup de personnes qui reviennent, qui deviennent des amis et qui repassent et viennent parfois pendant 1 mois, 2 mois. Donc, il y a beaucoup de passages. On est même trop ouvert, en fait, selon certaines personnes. Donc, ouais, on est rarement les 25 habitants dans notre lieu. Très rarement. C'est très, très rare.
Et j'imagine que seuls les habitants du village sont intégrés dans les organes de décision, par contre, dans ces votes à la majorité, etc. Là aussi, on est un peu hybride. Nos visiteurs sont invités à observer. Ils peuvent parfois délibérer. Par contre, ils n'ont pas le droit de vote. Au final, c'est à nous que revienne la décision. Mais du coup, on a souvent des cercles beaucoup plus grands que les villageois avec beaucoup de visiteurs qui sont là, qui participent aussi et qui peuvent aussi se saisir des outils de restauration du conflit, de sollicitation d'avis. Voilà, ils peuvent utiliser tous les outils. Je serais intéressée de savoir au quotidien, enfin, concrètement, comment ça se passe une journée pour un enfant dans le village? Est-ce que, ils sont plus dans leur famille? Est-ce que ça dépend vraiment des âges? Est-ce qu'ils ont des espaces qui leur sont dédiés avec, par exemple, des jeux, des livres? Mhm. Je trouve qu'ils sont rarement juste en famille, les enfants. Justement, les familles déplorent le fait de ne plus avoir beaucoup de temps en famille. Donc, on a une énorme bâtisse collective et il y a beaucoup d'espaces communs et pas mal d'espaces aménagés pour répondre aux besoins différents des enfants et des adultes, en fait. Pas que, Donc, on a plein de pièces avec des thématiques, comment dire, ouais, du mobilier, des choses différentes. On a une salle de jeu, on a une bibliothèque, un atelier avec de la peinture, un atelier avec des outils, une grange avec de grosses machines pour ceux qui aiment bien faire de gros ateliers. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout et c'est très changeant. Ça dépend des besoins, ça dépend des idées. Donc finalement, le visage de notre grande bâtisse qui fait, je pense, 600-700 mètres carrés. Xenia, dis-moi si c'est ça ou Oui, si je me ça trompe. sent. Avec un atelier qui fait bien 70-100 mètres carrés, une grange qui fait 200 mètres carrés. Donc on a beaucoup d'espace et ouais, notre lieu de vie a changé de visage de nombreuses fois, quoi, en fonction de nos envies. On a une grande salle coworking, on a une salle d'ordinateur, donc il y a plein de choses en fonction de nos activités, de nos envies, quoi. Et quand je dis nos, c'est vraiment enfants et adultes confondus. Chaque Mm. fois, on redesign la bâtisse tous ensemble en fonction de tout le monde. Tout le monde est considéré là de la même manière pour les envies et les besoins. Ce qui fait que les enfants sont vraiment inclus dans la vie quotidienne des habitants, quoi qu'ils fassent finalement. C'est ça? Oui. Clairement, oui. Par exemple, ce matin, il y avait un chantier rangement du bois. Ben, en fait, tout le monde a été invité à participer. Ils sont venus aussi. Ouais, on essaie de les impliquer le plus possible ben, en fait, à la vie du truc. Et puis, on partage aussi nos passions, ce qu'on aime avec eux. Donc, on va leur proposer des temps. Cet après-midi, il y avait une habitante qui partageait un atelier autour du théâtre, un théâtre impro. Donc voilà, moi je suis passionnée de jeux de société. Voilà, on fait au moins 3 fois par semaine un temps jeu de société où on découvre des nouveaux jeux, tout ça. Donc il y a plein de trucs. Tous les parents, et pas que les parents d'ailleurs, ont plaisir à partager des moments avec eux. Et du coup, bon, c'est souvent en semaine, quoique même le dimanche. Enfin, c'est un peu. Mais oui, il y a quand même pas mal ouais, d'adultes ici qui ont plaisir à partager du temps avec les enfants et du coup qui sont force de proposition. Et puis les enfants, ils sont toujours demandeurs de faire une partie de basket, de jouer ou de n'importe quoi. Et du coup, ouais, c'est assez chouette ce qui se passe en fait dans les liens entre les différentes générations. Et puis les plus grands s'occupent aussi des plus petits. Des fois, ils jouent ensemble. Enfin, un truc qui se fait de manière assez naturelle, on va dire. C'est un peu une tribu, quoi. En fait, c'est tous des cousins, on dirait. Enfin, ils sont copains et en même temps, on dirait presque des cousins parfois parce qu'ils prennent soin les uns des autres. C'est très mignon. Oui, c'est vrai qu'il faut imaginer qu'on vit ensemble depuis 4 ans et demi, 5 ans. Il y a des enfants qui sont nés sur place. Mm. Et mon fils, par exemple, à 4 ans et demi, il est arrivé, il avait 3 semaines. Donc, il a grandi avec d'autres enfants qui sont arrivés aussi à 3 semaines, un mois. Et ça fait 4 ans et demi qu'ils se côtoient au quotidien, en fait, et qu'ils partagent tout, partagent beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, le multi-âge est vraiment un ingrédient hyper présent chez nous. Et dans ce multi-âge, bah, il y a de la transmission de savoir-être, de savoir-faire, de connaissances, de plein de trucs, mais pas que entre les enfants. C'est du multi-âge aussi Mm. pour nous. Moi qui ai 38 ans et qui côtoie une personne de 55 ans ou de 29 ans, bah, ou un bébé qui vient de naître. Du coup, il y a en permanence beaucoup, beaucoup de richesse du fait qu'on soit mélangé au niveau des âges, des
des personnalités, des appétences, des compétences. C'est hyper riche en termes de transmission dans tous les sens du terme, en fait. Et pas forcément même formalisé avec intention. C'est de la transmission parce qu'on est au contact, on est en immersion en permanence les uns avec les autres. Et comme on a cette liberté fondamentale qui est pour tous, du coup, chacun développe ses passions, ses activités devant tout le monde. Là, toutes les portes sont ouvertes. Et donc, moi, par exemple, mon fils, quand il se balade, il peut très bien aller à la grange et croiser quelqu'un en train de faire un bol en bois ou un meuble et être au contact de la transformation de la matière, alors que dans notre société classique, on ne voit pas tout ça. On n'a que des produits finis, on a des vitrines et on n'a pas accès à l'artisan qui fabrique ou au joaillier qui fait son bijou ou au boulanger qui fait son pain. Là, il y a tout. Tout est là à portée de vue et on voit comment les choses se transforment et on peut participer. Voilà. En plus, voilà. Les villageois sont disponibles aussi pour OK, bah, viens mettre la main à la pâte. Donc ça, c'est chouette. Et même pour nous, en fait, on peut mettre la main à la pâte sur plein d'activités différentes. Oui, du coup, pour les adultes aussi, c'est un espace d'apprentissage, comme tu disais. J'imagine que là-dessus, vous y trouvez largement votre compte. Puis pour les familles aussi, j'imagine que ça rend les choses beaucoup plus simples. Et en revanche, je me demande, dans beaucoup de tribus de peuples premiers, il y a ce rôle du coyote, la personne en fait qui va être là comme pour prendre soin des enfants et de manière un peu invisible, s'assurer qu'il n'arrive pas d'accident ou enfin en tout cas être garant de la sécurité des enfants. Est-ce que il y a quelque chose comme ça? Est-ce que parfois en tant que parent on se dit ben mince, j'ai pas vu mon enfant de 2 ans depuis 5 heures, où est-ce qu'il est dans le village? Comment ça se passe là-dessus? Je dirais pas 2 ans. Je pense que les parents sont quand même derrière les enfants jusqu'à 3 ans. Ça dépend après des personnes. À partir de 3 ans, ouais, je pense que là, on les surveille plus et ça fait 3 années qu'ils sont qu'ils sont en immersion dans leur environnement, donc ils le connaissent par cœur. Donc là, on les surveille plus. Mais oui, ça arrive de dire, OK, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est mon fils, où est-ce qu'il est ma petite fille. Donc, et puis, c'est pas si vaste que ça, finalement, notre territoire là. Et du coup, rapidement, on sait, est-ce que tu as vu, un tel, est-ce que tu as vu une telle? Oui, il est là, chez moi, ou il est en bibliothèque. L'information circule très vite. On a aussi, donc soit parce qu'on se voit très régulièrement et les enfants sont jamais très loin. Et les enfants n'aiment pas s'isoler, en fait. Les enfants vont pas tout d'un coup partir à 1 kilomètre ou 2 du cœur battant du groupe. Ils sont toujours à proximité. Et globalement, on a quand même enfin, pour les plus jeunes, les tout petits, clairement, on a tous un regard un peu bienveillant. On a quand même un petit œil, quand même, si jamais. Enfin, c'est rare de les voir s'éloigner, effectivement, de la grande bâtisse. Mais bon, quand il y a des trucs, ils sont tout seuls ou que, genre, il y a une bagarre qui peut démarrer entre deux petits, ben, en fait, il y a souvent un adulte pas loin. On est tellement nombreux qu'il y a toujours quelqu'un à portée de main, en fait, pour intervenir. Ou même les enfants. Bagarre, mais parce que c'est là où peut-être il y a besoin d'intervenir, mais en général, parce qu'ils ne se mettent pas vraiment en danger. On n'a pas eu de situation, je touche du bois, où il y avait mise en danger. Mais globalement, on est aussi présent. On est là, il y a toujours quelqu'un dans les parages, en fait. Il faut imaginer cet espace comme une ruche. Ça grouille de tous les côtés. Donc, même un enfant de 2 ans qui, à un moment donné, échappe à la surveillance de ses parents, parce que c'est quand même les parents, ultimement, qui sont référents et qui ont toujours un œil sur les petits de 1 ou 2 ans. Mais même si à un moment donné, le petit part dans les escaliers, il y a toujours une tatie ou un tonton qui est là, en fait. Il dit, eh, tiens, qu'est-ce que tu fais? En fait, on le ramène, on est avec lui, on prend soin. Donc, ouais, et même les enfants, ceux qui ont, à partir de 7-8 ans, ils sont là aussi à prendre soin du tout petit et à s'assurer, tiens, elle est toute seule dans les escaliers, est-ce que c'est normal? Hop, ils vont chercher après les parents ou quelqu'un d'autre. Tiens, j'ai vu un tel dans les escaliers. Donc, ouais, c'est installé, en fait, puis on se connaît très bien, donc on sait aussi quels sont les enfants qui, à 2 ans, c'est complètement safe qu'ils soient dans les escaliers, et puis d'autres où on sait que non, c'est pas complètement acquis encore la marche ou que sais-je. Donc, ouais, on se connaît très, très bien. Donc, on connaît les limites et les sensibilités des uns et des autres. Alors, j'ai vu aussi qu'un axe important pour vous, évidemment, c'était de sortir du rapport de domination globalement et puis notamment des adultes sur les enfants. Et du coup, en quoi, en fait, je peux le voir, hein, mais comment vous formalisez
les principes en fait qui vous permettent de travailler là-dessus et justement de vivre ça au quotidien? Déjà, on a un règlement intérieur qu'on a élaboré depuis 4 ans et demi ensemble. Dans ce règlement intérieur, à chaque fois qu'il y avait une limite qui était dépassée pour une personne, elle faisait une proposition au conseil de village et au fur et à mesure, on a construit notre cadre de sécurité. Et dans ce règlement intérieur, il y a eu beaucoup de règles autour du respect de la personne, avec un point de vigilance sur les personnes mineures, pour justement ne pas tomber dans ces mécanismes de domination. Et du coup, les 2 premières années, on a toujours un organe qui s'appelle le CEA, Comité Enquête et Arbitrage, qui existe dans les écoles démocratiques. Puisque nous, on est issus des écoles démocratiques. Au départ, on était soit des cofondateurs d'une école démocratique, soit comme Xenia, des parents qui avaient mis leurs enfants. Donc, Xenia avait mis ses 2 enfants dans l'école démocratique que j'avais cofondée avec d'autres villageois. Donc, on était de ce milieu-là. Donc, ces 2 organes étaient pour nous hyper importants et des garde-fous justement du respect de la personne d'un enfant, qui est un enfant. Et du coup, dès qu'il y avait, on était assez strict et peut-être on était allé un peu trop loin les 2 premières années dans notre collectif. Dès qu'il y avait un parent qui nous semblait avoir un comportement hors limite en termes d'agisme, il était appelé en CEA et il devait répondre de ses actes devant le collectif, devant les 3-4 personnes qui étaient des arbitres de CEA qui représentaient le collectif. Et ensemble, on discutait pour voir si une limite agiste avait été dépassée pour faire avancer cette culture de OK, ça en fait, ce comportement, c'est de la domination, là, c'est de la manipulation. Donc, on avait des CEA tous les jours. Beaucoup les enfants étaient appelés, mais aussi les parents. Ça a été quand même assez compliqué, assez violent, on avait l'impression d'un moment de se fliquer les uns les autres. Ça commençait à être très pesant. Et on s'est dit qu'on allait un peu loin dans la philosophie et dans l'intellect et que le réel, en fait, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et puis, on est parents, on fait avec notre histoire, on fait aussi avec nos schémas qu'on reproduit, on fait de notre mieux. Et donc là, on s'est dit, OK, on va maintenant poser un nouveau principe qui est chacun fait de son mieux. Et on va arrêter de s'appeler les uns les autres à longueur de temps parce que ça devient invivable, en fait. Ça devenait... Donc voilà, cet organe existe toujours. Il a été un peu mis de côté pendant un temps et là, il revient au goût du jour. Mais on a plus de maturité et on a installé d'autres outils aussi un peu plus humains où voilà, on fait toujours avancer la question de l'agisme et du respect, mais pas que de l'adulte à l'enfant, entre nous aussi. Et c'est vraiment une valeur importante. On se fait beaucoup de feedback. Il y a beaucoup la culture du feedback, et un feedback bienveillant pour dire, OK, là, je vois ça. C'est ma Colline, c'est ma perception des choses. Et toi, qu'est-ce que tu vis dans cette situation et comment tu vois les choses? Voilà, on a beaucoup cette culture du cercle restauratif où c'est voir la colline de l'autre, en gros. Et du coup, cette culture du respect, très... Oui. Je me demandais effectivement dans quelle mesure ça peut être un soutien d'avoir effectivement autant d'adultes autour, parce que c'est toujours très soutenant et en même temps, il peut y avoir des moments où j'imagine, oui, on ressent comme une sorte d'ingérence et à un moment donné, c'est quand même mes enfants. J'imagine qu'il y a des choses qui ressortent de temps en temps. Oui, ça a été le cas, effectivement, ce que racontait Marjorie. À un certain moment, on a senti un peu peut-être... on était en train d'aller trop loin et puis le collectif était en train de se positionner sur des choses qui étaient un peu de l'ingérence. Et là, clairement, aujourd'hui, on se dit que voilà, dans chaque famille, il y a des limites qui sont différentes. Alors, par rapport aux sucreries, par rapport aux écrans, par rapport à plein de choses, en fait. Et la liberté qui est accordée de rentrer le soir à telle heure ou telle heure. Enfin, voilà, clairement, chaque famille a ses propres fonctionnements et c'est OK. En fait, après, on en parle, on en discute. Tiens, mais pourquoi on peut en discuter, mais de manière très constructive et pas du tout jugeante, tout ça. Mais c'est important que chacun puisse aussi entendre ses propres limites là où elle en a, en fait. Et après, par contre, on en parle. En fait, on en parle beaucoup. On discute. On parle beaucoup éducation. Et ici à Pau, il y a vraiment une belle panoplie de choses. On est tous dans le respect de l'enfant. Et après, à certains endroits, il y en a qui mettent plus ou moins de limites. Mais c'est toujours très... Enfin, je sais pas. Moi, par exemple, si je parle de mon expérience à Pau, c'est vrai que
en fait, c'est surtout les enfants qui m'ont fait évoluer. C'est pas le collectif, on va dire. C'est vraiment énormément de partage avec eux, de discussions, de partage des peurs aussi que je pouvais avoir. Et du coup, comme ils sont dans un cadre qui les aide aussi à se positionner et à revendiquer éventuellement plus de liberté à certains endroits, mais je peux, pourquoi et comment, et qu'on est vraiment sur du dialogue et on n'est pas en train juste d'imposer quelque chose, par exemple. Je sais pas, je veux pas imposer à mon enfant de ne pas faire de l'écran juste parce que j'ai pas envie qu'il fasse de l'écran. Je vais lui imposer de ne pas faire d'écran parce que moi, ce que j'ai vécu avec ma fille, par exemple, c'est que quand elle en faisait trop, après, elle était insupportable, elle avait des comportements qui étaient débordants, elle avait du mal à gérer ses émotions, tout ça, et donc on en parlait et tout ça. Et régulièrement, elle revenait au tapis, ouais, mais j'aimerais augmenter mon temps d'écran et tout ça. Donc, ok, on faisait des essais, et puis petit à petit, ça allait mieux, et puis elle gérait son truc, et ça a toujours été un dialogue. En fait, ça n'a jamais été, non, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est parce que il y a ça qui arrive, et parce que tu pètes des câbles, parce que tu t'énerves, et que tu n'arrives pas tu vois bien que l'effet que ça a sur toi, c'est pas cool, et la vie dans la famille, c'est pas agréable quand voilà. Donc, voilà, c'est beaucoup de discussions, de dire que c'est pas juste l'autoritarisme comme ça, non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Beaucoup de discussions. Et est-ce que l'enfant peut faire appel aux autres adultes du village de Pourgues quand il est en désaccord avec son parent ou pas? Bien sûr, il y a une culture aussi. La valeur forte que Xenia décrivait, c'est la valeur du dialogue. On l'a vraiment posée comme une valeur très très forte à Pourgues, que ce soit entre nous, avec les enfants entre eux. Et du coup, on incarne ça en permanence, quoi. À chaque fois, on rappelle aux enfants, ok, tu peux aller en parler, Il y a cette proximité et ce lien qui fait qu'ils ont confiance et qu'ils vont aller voir différentes personnes quand ils ont quelque chose à mettre au centre. Et qu'ils ont aussi des organes pour le mettre au centre. Il y a tous les dimanches, par exemple, un temps kids où ils partagent leurs émotions, les conflits, les choses qui sont vivantes pour eux. Du coup, comme c'est mis au centre et que plusieurs adultes sont là, il n'y a pas que des parents qui sont là, et du coup, chacun se saisit aussi pour aller prendre soin de ce qu'ils vivent, en fait. Et globalement... Et après, ça dépend aussi de leurs affinités, de la confiance qu'ils accordent à chaque adulte, quoi. Et cette confiance, elle passe beaucoup par qu'est-ce qu'on vit avec eux, en fait. Les parents qui vivent pas mal de choses avec d'autres enfants et même les non-parents qui vivent des choses avec ces enfants-là, forcément, c'est ces adultes-là qui vont être plus référents pour ces enfants. Et même moi, ce que je constate quand même, c'est qu'au sein de chaque famille, les enfants, ils sont très à l'aise pour bousculer les lignes dans leur famille. Enfin, ils n'ont pas besoin d'autres adultes, en fait, pour aller bousculer leurs parents. Ils le font directement, en fait. Vraiment, c'est dans toutes les familles ici, c'est clair qu'on sent que nos enfants, ils ont vraiment de l'argumentation. Et quand ils veulent quelque chose, ils vont essayer de nous convaincre. Ils vont en parler, en reparler. Enfin, ils vont pas dire, ils vont pas résister comme ça. On ne peut pas dire juste non. C'est pas entendable, en fait. Il y a besoin vraiment d'argumenter tout ça. Et ils n'ont pas peur de dire les choses. En fait, ils n'ont pas peur de nous. Clairement, il y a un truc qui est chouette. En fait, justement, il n'y a pas d'autoritarisme. Ils n'ont pas peur de l'adulte. On peut dialoguer, quoi. Voilà. Oui, dans une famille où il y a de l'écoute, je pense que c'est du respect de l'enfant, on arrive à ça, oui. Mais ce que je trouve intéressant là en plus, c'est que finalement, vous n'avez pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pensée unique parce que parfois, j'ai l'impression que l'alternative, ça devient un nouveau credo, ça devient une nouvelle, et de nouvelles exigences. Et si un jour on a une poussette et pas un porte-bébé, oh là là, si on a un porte-bébé et pas une écharpe tissée, oh là là, et du coup, ça devient un peu une nouvelle norme en fait et des nouvelles contraintes et j'ai l'impression qu'en fait vous valorisez quand même pas mal la différence, le droit de penser différemment et c'est peut-être ça qui est assez différent pour les enfants par rapport à ils peuvent être dans une famille où on les écoute, ils peuvent avoir quelques référents mais là il y a de nombreux référents avec peut-être chacun des manières de penser, des limites différentes, des peurs différentes, c'est intéressant j'imagine. Oui, d'ailleurs, on a été surpris de cette variété et de cette différence parce qu'on était tous partis sur la liberté, la responsabilité et on était sûr que ce soit incarné de la même manière. Et en fait, non. En fait, qu'est-ce qu'on met derrière la liberté accordée à l'enfant, la responsabilité, qu'est-ce qu'on mettait dans une culture de non-agisme? On a vu qu'en fait, ça, ce sont que des mots
Et après, dans la matière, ça s'exprime autrement. Et on a vu qu'on avait des histoires différentes, des mécanismes différents et une manière, on mettait des choses différentes derrière les mots. Et nos enfants sont différents. Donc, bref, tout ça mélangé, ça fait beaucoup de différences. Mais la culture commune qu'on a, et pour moi c'est essentiel, c'est qu'on est OK pour dialoguer. On est OK pour se poser et faire des cercles restauratifs ou des clearings. Enfin, voilà, ce sont des manières de dialoguer aussi où on se fait des feedbacks avec un cadre. Et il y a cette culture-là, qui n'est pas une culture que moi j'ai connue à l'école ou dans ma famille. Voilà, on dit les choses, on ne laisse pas les choses sous le tapis. Et on peut même faire des appels en CEA, comité d'enquête et d'arbitrage, pour dire parfois, là, il n'y a pas assez de dialogue dans cette situation-là. Et du coup, on peut même collectivement décider que non, là, ça manque de dialogue. Il y a besoin d'aller davantage dire les choses. Donc voilà, c'est vraiment une culture forte de se voir les uns les autres dans ce qu'on vit et de parler, d'être authentique et transparent. Et Xenia, je me demandais, puisque tu as eu des enfants qui sont allés aussi en école démocratique, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu vois, enfin, c'est pas pour chercher les différences, mais comment le village de Pourgue est quelque chose de différent d'une école démocratique? Est-ce que, enfin, que disent tes enfants aussi? Comment ils vivent différemment l'un ou l'autre? Bon, moi, ils ont été plusieurs mois, on va dire, 3-4 mois, je pense, ils ont été à l'école démocratique. Mais en fait, la grosse différence, c'est que, en fait, elle inclut la famille. En fait, en fait, quand ils étaient à l'école démocratique, en fait, ils allaient le matin, ils revenaient le soir. Ils avaient un règlement qui était propre à l'école. Après, nous, effectivement, dès ce moment-là, il y a des règles de l'école qui sont venues, qui marchent, qui avaient du sens et que du coup, on a rapatrié à la maison parce que ça gérait plein de conflits entre le frère et la sœur. Et après, non, mais le village, il n'y a pas photo, en fait. Ça nous incluait, nous aussi, dans une vie, dans un quotidien où il n'y a plus besoin, où il n'y a plus un horaire du matin, allez, on se lève, on va à l'école à 9h. Enfin, là, c'est la vie, quoi. Là, c'est H24, la vie, en fait, avec nous, à côté. Et on est partie prenante de cette vie-là, en fait. Alors que quand on était, là, c'était à Paris et qu'ils allaient à l'école, en fait, c'était leur vie à l'école démocratique, avec de 9h à 17h. Et nous, là, enfin, même pas 9h, 10h à 17h. Là, on est inclus. Et du coup, ça, en fait, je sais pas, c'est tellement plus riche, c'est tellement plus épanouissant pour tous, en fait. On vit les mêmes trucs, on partage les mêmes trucs, même si non, on vit pas seulement les mêmes choses, on vit sur le même lieu de vie. Donc, il y a des choses qu'on va vivre ensemble, il y a des choses qui vont vivre séparément. Et en même temps, nous, ils vont pouvoir partager des trucs qu'ils ont fait avec des gens qu'on connaît. Enfin, il y a une richesse qui est vachement plus intense. On peut participer au truc. Et eux participent aussi à notre vie. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Ouais. Et du coup, d'un point de vue pratique, oui, je comprends. Oui, merci. Et d'un point de vue pratique, est-ce que tous les villageois travaillent sur le lieu? Enfin, du coup, non, mais parce que je me dis, les personnes doivent se demander quand même comment ça se passe concrètement. La plupart travaillent sur le lieu. On a une grosse activité économique collective. On fait de l'accueil, on fait des séjours vacances, on fait des formations. C'est essentiellement ça qu'on fait et on fait ça pendant 8 mois l'année. Et tout le monde participe à cette activité en étant à la cuisine, au ménage, préparation des chambres, proposer des ateliers, recevoir, enfin bref, de l'accueil. De l'accueil un peu particulier puisqu'on fait aussi ce qu'on appelle du forum ouvert. Le forum ouvert, c'est ce qu'un peu décrivait tout à l'heure Xenia. On a tous les après-midi, même tous les jours, le planning va se constituer avec les habitants qui proposent, et pour les visiteurs, et pour tout le monde, pour nous, pour les enfants. Donc voilà, tout le monde participe à tout ça. C'est notre travail. Et tout ce qui est généré par cette activité économique va dans le pot commun. Et ça nous permet de payer nos charges, la nourriture, notre prêt. Et après, on a aussi besoin d'un petit peu d'argent de côté pour nos extras, en fait, pour aller voir nos familles, payer l'essence, le billet de train ou faire des extras, quels qu'ils soient. Et là, chacun fait comme il peut, hein. Certains sont au RSA, d'autres ont mis de l'argent de côté, d'autres travaillent un petit peu à côté. Moi, c'est mon cas, par exemple. Donc, chacun se débrouille pour avoir une petite activité ou pas, pour avoir son petit argent de poche, comme on l'appelle. Et on est tous bénévoles, quoi, finalement, dans cette activité
On est des bénévoles de l'association de Pourgue pour faire vivre le lieu, quoi. Et deuxième question très pratico-pratique, au niveau de l'instruction en famille, est-ce que vous êtes inspecté et comment ça se passe? Enfin, du coup, par rapport à justement une école démocratique, est-ce que vous êtes des écoles, des familles en homeschooling classique et l'inspecteur vient vous voir comment vous avez prévu votre progression pédagogique? C'est ça. Oui, l'inspecteur, il vient plusieurs fois au même endroit, voir chaque famille. Ouais, je laisse parler Xenia, moi, je n'ai pas été encore inspectée. L'année dernière, on n'a pas été inspecté. Je pense qu'à cause du Covid, il y a eu pas mal de chamboulements dans les plannings. Mais les premières années, oui, on a été inspecté plusieurs fois même. Parce qu'en fait, il y a un premier contrôle. Et puis, si les négatifs, ils reviennent, ou on y va. En fait, ça peut être chez eux. Et donc, effectivement, c'est chaque famille qui rend les comptes à l'inspection académique. Et nous, comme on est en schooling, c'est plutôt un bras de fer assez tendu parce que on n'impose pas de programme aux enfants et ils apprennent tout le temps. En fait, on considère qu'ils apprennent tout le temps, quoi qu'ils fassent et tout ça. Donc, c'est un peu des grosses discussions, des entretiens assez complexes. Mais bon, maintenant, ils nous connaissent. Ça fait plusieurs années qu'on est là. On est plusieurs familles. En Ariège aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont en unschooling. Maintenant, avec la nouvelle loi, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a pas été convoqué. On verra ce qui se passe cette année. Mais oui, chaque famille rend ses comptes à l'inspection académique. Et, c'est plus ou moins, mais jusqu'à présent, ça s'est bien passé, malgré le fait qu'on avait fait des choix assez radicaux dans la pédagogie, qui était de suivre le rythme de l'enfant. Peut-être ce que j'aimerais rajouter par rapport au fait qu'on est en collectif, je trouve que notre force, on s'est souvent réunis tous ensemble pour écrire des courriers ensemble qu'on allait envoyer à l'inspection académique pour affirmer notre choix pédagogique, affirmer nos limites, dire que s'ils viennent avec cette posture-là, on n'est pas d'accord. Et du coup, on se sentait beaucoup plus fort parce qu'on se soutient les uns les autres pour rédiger ces documents, pour se faire des temps d'écoute. Et puis, quand ils arrivent, on leur dit, voilà, on vit en collectif et on a les mêmes valeurs éducatives. On est plusieurs à faire ça et on se soutient. Donc, je pense qu'aussi, on n'est pas une famille isolée. Et on s'inscrit dans un mouvement aussi des écoles démocratiques. Voilà, on leur dit qu'on vient de là et que ce n'est pas un choix isolé, peut-être hors norme pour eux, mais en tout cas, ce n'est pas isolé. Et voilà, c'est réfléchi, ça s'inscrit dans une démarche qui est plus large que nous. Et je dirais vraiment, en tout cas, moi, j'ai beaucoup évolué dans l'instruction en famille. Au début, je redoutais pas mal, en fait, le premier contrôle et tout ça. Et en fait, clairement, on assume vraiment nos choix et je trouve que c'est ça qui peut-être fait nos forces. En fait, c'est des choix de vie et c'est des choix assez forts qu'on assume de manière authentique sans vouloir cacher une vérité. Non, mais on fait un peu. Non, c'est très authentique, voilà, c'est ça et c'est pas autre chose. Et je pense que je pense qu'en face, ils voient que on n'est pas dans une fuite en fait. On assume pleinement un choix un choix. Par rapport au projet lui-même, en fait, est-ce que vous pourriez me rappeler un peu l'origine du projet, comment le projet est né, comment il s'est monté? Est-ce que vous étiez là toutes les deux au départ? Je laisse la parole à Marjorie du coup. Le projet a commencé avec l'école Dynamique, qui est une école démocratique à Paris. Et donc, on a impulsé cette école avec 3 villageois qui sont aujourd'hui à Pourgue. Et rapidement, il y a eu plein de gens qui ont mis leurs enfants dans cette école, dont Xenia et les enfants de Xenia. Et puis rapidement, on a eu envie d'avoir plus. Et donc, on s'est dit, si on faisait le village dynamique? Et on a lancé cette idée sur Facebook. Et on a eu tout de suite plein de personnes qui étaient intéressées. Et essentiellement des personnes qui gravitaient autour du mouvement de l'éducation démocratique qui prenait beaucoup d'ampleur. On avait lancé beaucoup de rencontres autour de cette idée, qui n'est pas une idée nouvelle dans le monde, qui existe depuis 50 ans aux États-Unis et en Europe. Et on s'est dit, OK, on va impulser un truc chouette en France, une émulation. Ça a tout de suite pris, cette émulation autour de l'éducation démocratique. Et dès qu'on a lancé cette envie, on veut faire un village démocratique, et partant, l'émulation a continué, en fait. Et ça s'est fait très rapidement. On a organisé des rencontres 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Et avec chaque fois une 40aine de personnes, voire plus, avec pas mal de turnover, mais un noyau dur qui restait. Voilà, réunion après réunion.
Et au bout de 3-4 mois, on s'est dit, OK, allez, on cherche des lieux. Et on en avait sélectionné quelques-uns. Et le premier qu'on a visité, alors ça a démarré en mars 2016, si je ne me trompe pas. En avril, le lancement de l'idée. En août, qui a suivi, on visite Pourgue. Et là, on dit, OK, c'est ce lieu. Tout le monde est partant, même ceux qui n'avaient pas vu le lieu. En octobre-novembre, on y va tous pour sentir c'est quoi l'Ariège. Les gens avaient besoin de sentir un peu. On signe un papier symbolique en disant, OK, les membres engagés pour ce projet, voilà, on signe. On était 35 à avoir signé ce papier symbolique. Et puis ensuite, on a chacun pris des rôles et des tâches différents, surtout juridiques et administratifs, pour que le projet se fasse au niveau des banques, au niveau de la paperasse juridique, monter la société, trouver des banques qui nous prêtent. Et en mars 2017, on a les clés et on s'installe. Et donc oui, avec Xenia et moi, on était avec une quinzaine de personnes, les premiers à s'installer. On arrivait échelonnés, mois de mars, puis avril, puis mai. Et on a démarré l'aventure comme ça. On était une petite vingtaine, euphorique, d'arriver dans ce grand domaine de 50 hectares à vivre l'éducation démocratique pour nous, en fait, parents. Voilà. On était tous contents que l'éducation démocratique arrive dans la vie de nos enfants. Et là, on s'offrait ça pour nous aussi, quoi. Donc, c'était surtout voilà, des enfants de 30, 40, 50 ans qui débarquaient, qui disaient waouh, on va vivre l'éducation démocratique là. Bon, on a un peu déchanté ensuite, c'était pas aussi simple, c'est complexe, mais c'est toujours aussi joyeux. C'est une joyeuse tempête parfois. Et qu'est-ce qui fait que ça marche alors? Puisqu'il y a eu des moments compliqués, enfin oui, on peut imaginer, on sait qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui capotent, alors qu'est-ce qui fait que ça marche? Xenia, qu'est-ce qui fait que ça marche selon Moi, toi? je pense qu'il y a un petit grain de folie, une grande foi et beaucoup de dialogue, ouais, beaucoup d'énergie dans le dialogue, la patience aussi. Clairement, je pense que si on est encore là, c'est parce qu'on a été patient. Et on avait la foi que voilà, malgré toutes les difficultés, en fait, ça en valait la peine. Et ça a été, ça a été beaucoup d'énergie. Et c'est encore de l'énergie parce que c'est jamais fini en fait. Quand on continue tout le temps des fois à dénouer des choses qui sont pas simples, mais ouais, une fois que ça en vaut la chandelle, en fait, vraiment la conviction, l'intime conviction que ouais, ce qu'on fait, c'est vraiment, en fait, des fois on l'oublie. Des fois, quand on est là, on oublie que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment grand. Et quand on sort de Pourgue et qu'on revient un peu dans notre vie d'avant, on se dit, waouh, mais en fait, si. Et puis les gens, quand ils viennent ici et ils nous partagent un peu ce qu'ils vivent ici, ils disent, waouh, c'est vrai que ça nous renvoie beaucoup des beaux miroirs, en fait. Ouais, je pense que ce qu'on fait est quand même assez fort et fou. Et en fait, on en est assez fiers, je pense, quelque part. Parce que c'est beau enfin, les liens, en fait, à la fois entre les adultes et les enfants, mais aussi entre les adultes eux-mêmes. Il y a une qualité de lien. On n'est pas tous copains, hein, on n'est pas forcément tous... mais il y a une qualité du lien qui est remarquable. Moi, je pense que c'est ça qui nous fait continuer, qui nous fait... Ouais, c'est une autre manière d'être, de vivre ensemble, en fait. Vraiment plus authentique, plus alignée, plus à l'écoute de soi, plus respectueuse. Voilà, il y a beaucoup de respect entre nous. Ah, ça a coupé. Ah, c'est bon. Voilà, c'est ce que je pense. D'accord. Oui, j'entends qu'il y a beaucoup de dialogue et d'accueil en fait, de l'individualité de chacun. Il y a quand même, je me demande dans quelle mesure quelqu'un qui se sentirait plus introverti pourrait s'inclure dans un collectif comme ça. Est-ce que vous avez des personnes qui aiment bien être tranquilles, qui sont assez solitaires Oui, on en a et ça a chacun trouvé son équilibre. Et le groupe aussi questionne parfois... Oui, s'il y a une personnalité qui est très solitaire et qui porte pas assez le groupe et le collectif et le projet, oui, des fois on a questionné ça. Régulièrement, on questionne ça. Qui fait partie du projet? Qu'est-ce qu'on accepte en termes d'engagement, d'implication, d'investissement?
C'est quoi être un membre engagé? Donc ça, c'est très d'actualité en ce moment. Parce que certaines personnes, dont moi et Xenia on fait partie, on porte beaucoup de choses, on a un petit noyau à porter beaucoup, et c'est un énorme projet. C'est comme si c'était une mini-société. En fait, on réinvente un paradigme sur tous les sujets. Pas que sur l'éducation, sur le travail ensemble. On est une entreprise libérée, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, on essaie d'en avoir le moins possible. Sur le plan écologique, sur le plan, enfin bref, sur le plan humain. Et ouais, et du coup, quand on se sent pas soutenu et qu'on porte à peu de personnes ce projet-là, ça peut créer des tensions. Donc, on se pose souvent la question. Et en même temps, on arrive toujours à voir que chacun, ouais, apporte une contribution à sa manière, avec sa couleur. Et parfois, c'est inspirant de voir des personnes qui sont un peu plus solitaires. Ça nous montre que nous, parfois, il y a besoin aussi qu'on prenne du recul pour ne pas avoir la tête dans le guidon. Ça, voilà, si on se ressemblait tous, encore une fois, ben, on se trouve dans un entre-soi et ça ne serait pas drôle. Donc là, c'est cette diversité aussi qui fait que c'est intéressant à vivre. Et je pense que pour compléter ce que disait Xenia, ce qui fait qu'on est toujours là, ouais, je pense que c'est un état d'esprit aussi où on se voit tous comme dans un bateau. On dit, OK, en fait, on a choisi de faire une traversée sur un océan. On ne veut pas revenir dans nos vies d'avant. Finalement, comme disait Xenia, en fait, quand on regarde en arrière, on se dit, en fait, non. Quels que soient les challenges et les tempêtes qu'on va traverser dans ce bateau, c'est largement mieux que ce qu'on vivait avant. Parce que là, on a notre libre arbitre, quoi. On est à la fois libre et responsable de ce qu'on veut construire ensemble, tout le temps, en fait. Donc, ouais, c'est beaucoup plus riche et vivant. Et on aime bien le mot souveraineté, mais dans le sens beau du terme, quoi. Chacun aligné avec soi-même et ce qu'il y a d'important pour chacun, quoi. Et on a la place, chacun a la place de l'exprimer et de l'incarner. Et ça, bah, je connais très peu d'endroits où on peut et vivre ça et travailler en fait ensemble et prendre des décisions et construire. On crée en permanence des choses. Donc je crois que même si c'est waouh, parfois c'est d'une intensité, on a tous pensé je pars. On a tous pensé au moins une fois. Et en fait, je pars pour aller où? C'est juste fuir et c'est le meilleur endroit au monde. donc, euh, donc on reste. On est tous restés. Le noyau de départ est resté globalement le même ou vous avez eu quelques arrivées? Oui. Non, on n'est pas tous restés. Certains sont partis. Certains sont J'entends. partis. D'accord. Le noyau de Certains départ. sont partis. Ouais. Mais le noyau, on est quand même un gros noyau à être là toujours. On est une grosse douzaine, là, je dirais. Dis-moi que si je me trompe, mais on est Oui, c'est 12 ça. plus les enfants. On est une bonne vingtaine à être là depuis le départ. Depuis 4 ans et demi. On est là et on se considère être le noyau dur et ceux qui portent. Vous Voilà. êtes les garants aussi de la vision, j'imagine, de qu'est-ce que c'est Pourg, en fait. Ouais, on est les garants. On est les garants aussi parce qu'on fait dans la matière. Et finalement, c'est ceux qui font dans la matière qui créent le château, quoi. Et je crois qu'on est là aussi parce qu'on a des enfants. Et ceux qui sont restés sont surtout ceux qui avaient tout quitté avec leurs enfants et qui, ben, on a tout quitté, en fait. On a vraiment tout quitté. Donc, on ne va pas juste, avec notre baluchon, repartir ailleurs. Non, en fait, là, on a vraiment fait un saut dans un nouveau monde et on ne va pas juste revenir en arrière. On a tout En tout vendu, cas, tout quitté, nos enfants, ils ne nous laisseront pas. Ils sont tellement heureux ici. C'est Ouais. vrai. C'est bon signe déjà. Il y a un truc, du coup, ouais, quand je t'entendais, Marjorie, en fait, il y a, ouais, clairement, je me dis que il y a, ouais, quand on vit en dehors du collectif, c'est tellement plus simple dans le sens où on a des choses qui sont compartimentées. Et si jamais il y a des conflits, ben, en fait, on ferme une porte et on dit, bon, là, cette personne, j'arrête de la fréquenter. Et du coup, c'est bon, je fais. Ici, à Pau, quelque part, on n'est pas obligé, mais ouais, on est quelque part, on s'est en tout cas tous engagés à aller au fond des choses. Et si jamais il y a vraiment des gros blocages, d'aller les regarder. Et ça fait que, ben oui, c'est ça dans les relations interpersonnelles, même là où il y a des fois des gros conflits, on a réussi à dépasser des choses. Moi, personnellement, j'ai réussi à dépasser des choses que je pensais impensables, en fait, de dépasser. Et du coup, et je pense que si, par exemple, j'avais quitté le collectif, fait un autre choix, j'aurais retrouvé le même problème ailleurs. Et là, finalement, ben, voilà, on va au bout des trucs, on dénoue les choses parce qu'il faut quelque part persévérer, on prend la patience, on prend le temps. En fait, on prend aussi le temps. Ici, on peut prendre collectivement 3 jours
On l'a déjà fait, 3 jours de cercle restauratif pour se dire les choses, pour poser des sujets qui nous mettent en tension et tout ça. Donc, c'est quand même un investissement assez fort, quoi. Et du coup, tout ce qu'on a gagné en fluidité entre nous, c'est énorme. Le mot qui me vient, qui me paraît important de partager, c'est qu'on est un laboratoire humain. Et il y a une transformation psychique et émotionnelle qui est indispensable pour vivre dans ce lieu. Sinon, tu pars, tu es obligé de t'en aller. En fait, c'est trop intense. Donc, si tu ne peux pas te transformer émotionnellement et psychiquement, tu exploses, en fait. Tu exploses. Puisque les autres sont des miroirs permanents de tes mécanismes, de tes stratégies psychiques, d'ego. Et ouais, si tu ne peux pas aller les voir et accéder à ce qu'il y a derrière, tu exploses, littéralement. Ouais. Ça me fait penser finalement au fait enfin, je veux dire, quand on se met en couple ou quand on a des enfants, c'est à plus petite échelle, c'est le même principe. Enfin, sauf si évidemment on décide de changer de partenaire tous les 6 mois dès qu'il nous agace, mais sinon il y a un moment donné, il faut se coltiner avec qu'est-ce qui ne va pas et puis on avance comme ça. Et ouais, il faut accepter d'être transformé, c'est sûr. Et du coup, pour en revenir aux enfants, parce que mine de rien, ils baignent là-dedans. Et moi, je suis régulièrement épatée de voir à quel point ils arrivent à exprimer des limites, exprimer des besoins, exprimer des émotions. Je me dis, waouh, à 8 ans, moi j'ai commencé à le faire vraiment à partir de 40 ans à ce point-là, mais là, eux, à partir de 8 ans, ils sont déjà là-dedans. Et après, quand il y a des conflits, en fait, ils y vont. Ils déposent leurs tensions, ils déposent leurs besoins, leurs limites, tout ça. Et donc, en fait, je suis vraiment enthousiaste de voir que eux, en fait, ils sont déjà en train de grandir avec ça, en fait, parce qu'ils font comme nous. C'est extraordinaire, en fait, de voir ça, en fait. Bon, nous, on le fait à notre niveau, mais eux, en fait, ça y est, ils grandissent avec ça, en fait. Naturellement, je vois même Zéya, en fait, il pose des mots très, très clairement. Il a 4 ans, il dit des choses très clairement sur sa limite, sur son besoin. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un truc qui nous réjouit énormément, aux parents, en fait, de les voir évoluer dans ce truc-là pour leur avenir, quoi. Enfin, je pense ils commencent déjà le travail, en fait, sur eux-mêmes, dès le plus jeune âge, en fait. C'est génial. Super. Est-ce que vous avez des références ou des ressources à partager sur justement l'éducation démocratique? Et tu disais, Marjorie, qu'il y a déjà des projets un peu de ce type-là qui existent notamment aux États-Unis. Ah oui, les ressources, les références, elles sont toujours les mêmes pour nous. C'est Daniel Greenberg, qui nous a quittés d'ailleurs il y a quelques jours, qui a fondé la première école démocratique Sudbury, qui est aux États-Unis. Il a écrit de nombreux ouvrages en anglais, donc il faut être anglophone pour les lire, et un seul en français, qui est l'École de la liberté, où il décrit le fonctionnement de son école, qui existe depuis 52 ans. Et lui, je le trouve intéressant parce qu'il était professeur en physique et en mathématiques à l'université, dans des grandes universités. Et ensuite, il a switché pour aller pour aller faire ça. Donc, il a un regard très critique sur l'éducation classique, mais un regard critique, pas être contre pour être contre. Je le trouve très juste dans ses propos. Et le deuxième, qui est aussi pour nous une figure de référence, c'est Peter Gray, qui est aussi un professeur et un chercheur à l'université de Boston, qui a 80 ans. Donc, il a à la fois ce pied dans l'éducation classique, où il travaille avec des chercheurs, des anthropologues, des biologistes, et puis il a le pied dans l'éducation démocratique en ayant... il a été observé des écoles démocratiques, des unschoolers, il écrit beaucoup, beaucoup d'articles. Donc voilà, je trouve qu'il a un regard aussi intéressant parce qu'il a un pied dans les deux mondes. Et là, il vient aussi l'année dernière, on lui a proposé d'écrire tout un chapitre sur l'éducation démocratique, enfin l'éducation autodirigée. Lui, c'est plutôt comme ça qu'il l'appelle. Parce que pour lui, c'est plus large, ça ne s'inscrit pas que dans des écoles démocratiques, ça englobe le unschooling aussi, ou les collectifs de vie comme nous. Et du coup, là, l'encyclopédie d'Oxford lui a demandé d'écrire tout un chapitre sur l'éducation autodirigée. Donc voilà, il va y avoir maintenant, dans l'éducation, il n'y a pas que l'éducation classique, Montessori, Freinet et tout ce qu'on connaît déjà. Il y aura tout un truc sur ce qu'on pratique depuis 50 ans, mais qui est peu connu et qui n'était pas... il y avait peu de crédit parce que ce n'était pas dans un niveau académique. Donc pour moi, c'est les deux figures les plus importantes parce qu'elles accordent du crédit et qu'elles sont intéressantes à nommer, je trouve, quand on a les inspecteurs, par exemple.
Après, il y en aurait plein d'autres, mais qui sont plutôt pour les parents, personnels, comme John Holt. Mais là, c'est plus pour nous nourrir, nous, en tant que parents, pour être assurés et avoir des billes. Mais face à l'institution, ouais, je trouve que c'est bien d'avoir des références institutionnelles. Oui, ce que je souhaite avec ces deux personnes que j'ai citées, c'est qu'elles donnent une carte mentale de, voilà, comme tu dis, ce territoire, il est vaste, on ne sait pas trop c'est quoi les bornes, on ne peut pas trop en parler et le décrire. Et eux, ils donnent des cartes avec des ingrédients bien précis, ils formalisent un petit peu. Et dans notre monde assez scientifique, ils aiment bien formaliser les choses, qu'il puisse y avoir des cartes, des mesures, des études, et eux, ils apportent ça. Donc, pour ceux qui en ont besoin, c'est rassurant. Ça permet d'avoir un langage commun. Et pour ceux qui n'en ont pas besoin, bah oui, c'est juste des cartes. Voilà, c'est pas non plus le territoire. On peut faire sans. Quoi. D'accord. Et donc, pour les personnes qui souhaiteraient venir à Bourg, j'imagine que toutes les informations sont sur le site web. Les réservations sont possibles pour l'été prochain pour venir en vacances une semaine en juillet et en août. On a mis les dates il y a 2 jours en ligne. Donc, c'est déjà possible de réserver vos vacances. Les réservations sont ouvertes aussi pour les formations en avril. Voilà, on s'était dit, en avril. On a pas mal de personnes qui font ce genre de cadeaux pour Noël, qu'on s'est dépêché d'avoir voté les dates pour la formation et séjour vacances. Oui, après, il y a plein de manières de venir en tant que bénévole aussi. Donc, il y a en tant qu'immersion longue aussi. Bon, bref, tout est sur le site. Il y a pas mal de possibilités. Génial. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps et tout ce partage.